L'IA n'est pas seulement un outil, nous explique Fred Cavazza dans un récent billet fort intéressant. Les rapports sur l'impact de l'IA sur l'emploi, la société et les entreprises fleurissent actuellement aux quatre coins du globe. Certains annoncent des révolutions imminentes, tant pour les sociétés que pour nos économies, tandis que d'autres minimisent l'impact de l'intelligence artificielle et ressuscitent le bon vieux paradoxe de Solow, alias paradoxe de la productivité, c'est-à-dire l'informatique est visible partout sauf dans les statistiques de productivité. Il est donc très difficile de se forger une opinion, et encore plus de conseiller les entrepreneurs et les étudiants sur ce qu'il convient de faire à l'avenir. Visionary Marketing s'est donné pour mission d'essayer d'éclaircir ce sujet de la manière la plus rationnelle et la plus éclairée possible. Voici la première partie avec l'article de Frédéric Cavazza qui indique que l'IA est un bouleversement de nos sociétés et de nos économies et pas seulement un outil. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'IA. Au-delà de l'outil, un bouleversement de nos sociétés et de nos économies, nous dit Frédéric Cavazza. Le premier sujet que nous allons traiter dans cette série est l'analyse de Frédéric Cavazza sur l'impact de l'IA sur la société et l'économie, qui décrit l'intelligence artificielle comme une source de bouleversement profond. Je connais Frédéric depuis des années et je sais à quel point il maîtrise ces deux sujets, ce qui rend son rapport particulièrement précieux. Avec son aimable autorisation, j'ai traduit son article du français pour éclairer cette question. Vous le retrouvez côté anglais du site. L'autre rapport est celui de JP Gander de Forrester, que j'interviewerai prochainement. Je soumettrai les hypothèses de Fred à JP pour voir ce qu'il en pense, notamment sur cette idée de bouleversement par l'IA. J'espère que nos lecteurs, en particulier mes étudiants qui se posent beaucoup de questions à ce sujet, pourront ainsi séparer le bon grain de livret après ces deux interviews et podcasts. Commençons par le billet de Frédéric que je vais synthétiser en reprenant ces mots dans ce podcast. L'IA constitue une rupture civilisationnelle plus qu'une innovation technologique, nous dit-il. Elle marque l'entrée réelle dans la 4e révolution industrielle en externalisant pour la première fois les capacités cognitives et créatives des humains. Deuxièmement, les gains de productivité liés à l'IA sont déjà concrets et profondément asymétriques, nous dit-il. Un écart croissant se creuse entre les travailleurs capables de collaborer avec l'IA et ceux qui conservent des modes de travail hérités du XXe siècle. Troisièmement, la montée en puissance des agents IA remet en cause la création de valeur des cols blancs. Les agents intelligents transforment des tâches, des travailleurs du savoir, fragilisent certains modèles économiques et annoncent une recomposition rapide des emplois de bureau. Quatrièmement, l'intégration de l'IA impose un nouveau cadre juridique et fiscal. À l'image des personnes morales, les agents IA doivent être dotés, nous dit-il, d'un statut permettant de clarifier leurs responsabilités et de réintégrer leurs valeurs dans le contrat social. Cinquièmement, les impacts socio-économiques dépassent largement la seule question du travail. L'IA touche aux équilibres psychologiques, culturels et démographiques, rendant indispensable un débat collectif pour anticiper les tensions sociales à venir. Poursuivons avec l'article intégral de Frédéric sur son site fredcavazza.net à la date du 21 janvier 2026. Cette semaine, nous dit Frédéric, c'est-à-dire la semaine dernière, les grands de ce monde sont au Forum économique de Davos et ils ne sont pas là pour parler d'écologie. L'IA est dans tous les discours, avec des considérations qui vont bien au-delà de la technologie. Artificial intelligence will displace so many jobs that it will eliminate the need for mass immigration, explique le patron de Palantir qui nous dit que l'immigration deviendra obsolète. Je ne me risquerai pas à commenter les discours des uns et des autres, nous dit-il, avec des points de vue plus ou moins biaisés, mais ce qui est certain, c'est que de grands bouleversements sont à venir. Les spécialistes de l'IA sont naturellement les invités d'honneur de cette édition 2026 au Forum de Davos, nous dit Frédéric, pour témoigner et donner leur avis. DeepMind, Anthropic, etc. Vous retrouvez tous ces interviews d'ailleurs sur le site de Frédéric dans son billet. Je mettrai le lien. Selon cette optique, il semble aberrant de rester spectateur de la révolution de l'IA et de ne rien entreprendre pour limiter les conséquences de ce choc de productivité, nous dit-il. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu pour autant, du moins pas pour tout le monde, car les pays de l'hémisphère sud s'y préparent déjà. Des gains de productivité qui sont cependant à nuancer, mais à ne pas ignorer.
J'ai déjà eu de nombreuses occasions de vous expliquer l'impact de l'IA générative, nous dit Frédéric Cavazza. Si nous sommes tous grosso modo d'accord sur les implications de la généralisation des modèles génératifs, il y a de fortes divergences, nous dit-il, sur l'horizon temporel de l'avènement de l'IA. Le discours ambiant étant de marteler que l'IA générale est une utopie et que l'intelligence humaine est et restera supérieure à celle des machines. C'est sur ce point-là, me dit-il, que subsistent de fortes ambiguïtés. D'une part, l'intelligence est multiple, on y est revenu souvent sur Visionary Marketing. D'autre part, toutes les tâches relatives à un emploi de bureau ne mobilisent pas de l'intelligence émotionnelle ou sociale, c'est le moins qu'on puisse dire. Comprenez par là que l'essentiel des tâches du secteur tertiaire, nous dit Frédéric, consiste à déplacer des informations et des données d'un système à un autre. Pas besoin d'être un grand philosophe pour faire cela. Une IA peut largement s'en charger. Je pourrais même rajouter qu'elle ferait même largement moins mal. Pour bien appréhender la rapidité avec laquelle des IA de dernière génération vont petit à petit bouleverser les emplois de bureau, nous dit Frédéric, je vous recommande la lecture attentive de la dernière édition du baromètre macroéconomique de l'éditeur de Claude, Anthropic Economic Index 2026. Pour cette 4e édition, nous dit-il, les auteurs de l'étude ont analysé les activités de milliers de personnes à l'aide d'indicateurs toujours plus précis. De cette étude ressortent un certain nombre d'enseignements qui démontrent une forte progression d'adoption et des capacités des modèles génératifs. Il constate notamment une croissance moyenne de 30% des usages de Claude, surtout tirés par l'API et non le chatbot, signe d'une adoption rapide par les utilisateurs avancés. Par exemple, les populations informatiques ou hybrides, notamment les maîtrises d'ouvrage avancées, un peu comme nous, et plus lentes pour les utilisateurs lambda, les cols blancs qui utilisent la version web. Il y a donc un écart qui se creuse entre ceux qui ont pris de nouvelles habitudes, travaillant en binôme avec l'IA, et ceux qui travaillent encore comme au XXe siècle. Cet écart va commencer à être problématique, nous dit Frédéric, car les capacités de la dernière version de Claude, Opus 4.5, sont comparables à celles d'un adulte ayant bénéficié de plus de 14 ans d'éducation, soit l'équivalent d'un bachelor Bac+3. La question est donc de savoir pendant encore combien de temps un employeur va pouvoir continuer à justifier de payer des salaires ou à embaucher des jeunes diplômés, alors qu'une partie du travail peut être sous-traitée à une IA. Si les gains de productivité moyens restent faibles, 1,8% d'après la dernière estimation, l'apport de l'IA pour certaines tâches est spectaculaire, nous dit-il. En moyenne 14 minutes pour rédiger un article long contre 3 heures sans l'aide de l'IA, en moyenne 5 minutes pour analyser un tableau de données complexe contre 1h45 sans l'aide de l'IA. Vous pourriez me dire, nous dit Frédéric Cavazza, que ces données sont biaisées car ces scores spectaculaires sont obtenus par des salariés hautement qualifiés dans l'utilisation de l'IA, donc logiquement hyper performants, mais il n'en est rien car l'étude porte sur des salariés lambda avec un taux de succès des tâches sous-traitées de 67%. Comprenez par là que pour un tiers des tâches, nous dit Frédéric, l'IA a réduit le temps de traitement de 10 à 20 fois dans les 2 tiers des cas si l'on applique une bête règle de multiplication. L'IA peut potentiellement multiplier l'efficacité par 3, c'est-à-dire diviser par 3 le temps moyen nécessaire pour réaliser une tâche. À votre avis, nous dit Frédéric, quel type de profil les managers vont-ils privilégier ? La question est bien entendu rhétorique. Entendons-nous bien, nous dit Frédéric, les gains de productivité annoncés plus haut correspondent à des utilisations avancées de l'IA, pas simplement faire des recherches dans ChatGPT ou demander à Copilot de rédiger le compte-rendu d'une réunion, bien que ceci soit quand même assez difficile de rédiger un compte-rendu de réunion quand on voit combien ils sont souvent mauvais. Nous parlons ici d'utiliser les modèles génératifs à leur plein potentiel, notamment les agents intelligents, le fameux web agentique. Voilà quelque temps que l'on parle de ces fameux agents intelligents, nous dit Frédéric. Nous en avons aussi traité du sujet sur Visionary Marketing, mais leur potentiel n'a commencé à être une évidence pour les collaborateurs lambda, les non-informaticiens, que récemment, avec la sortie de Claude Cowork, que je vous invite à utiliser, on y reviendra dans une seconde, une prise de conscience très concrète de la puissance de l'IA agentique. Cette prise de conscience, nous dit Frédéric, est également partagée par les marchés financiers qui anticipent une baisse de revenus chez les éditeurs d'applications traditionnelles, tandis qu'une des plus grosses ESN de France licencie et que les banques européennes s'apprêtent à faire de même. Alors pour les banques, c'était annoncé, et pour les ESN, j'en connais au moins 2, il y a eu Capgemini, mais il y a eu aussi CGI qui commence à délester.
Le sujet n'est donc pas à prendre à la légère, même si les niveaux d'adoption sont discutables, comme expliqué plus haut, et ce n'est pas binaire. Et si les gains sont très variables, ce qui est certain, c'est que les agents IA induisent une grosse remise en question de la création de valeur pour les cols blancs et plus généralement pour les entreprises du secteur tertiaire qui représentent les 3/4 du PIB de la France, quand même. Que vous le vouliez ou non, que vous le reconnaissiez ou non, nous sommes en train de vivre une rupture civilisationnelle, car l'avènement de l'IA accélère la 4e révolution industrielle et engendre des bouleversements dont nous ne mesurons pas bien la portée, nous dit Frédéric. Alors, on nous a déjà annoncé la 4e révolution industrielle plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est peut-être véritablement son arrivée. Certes, l'IA est un concept complexe à appréhender, mais les outils reposant sur les modèles génératifs impliquent des changements d'habitude qui seront le long à venir. Néanmoins, nous dit Frédéric, il est essentiel de nous préparer psychologiquement aux bouleversements à venir, car si l'on prend un minimum de recul, on se rend vite compte qu'ils sont déjà en cours. L'avènement de l'IA générative et la marche vers les premières super-intelligences ne constituent pas une simple itération du cycle technologique amorcé par les ordinateurs, nous dit Frédéric, puis les smartphones. Il s'agit d'une rupture civilisationnelle marquant l'entrée réelle dans la 4e révolution industrielle. Nous ne sommes pas simplement face à un nouveau cycle technologique, ajoute-t-il, mais à une reconfiguration profonde des fondements économiques et sociaux. Pour la première fois, nous externalisons non plus la force motrice, mais la capacité cognitive et créative. Que l'AGI arrive demain ou dans 10 ans, nous dit-il, nous cohabitons déjà avec des entités autonomes capables de prendre des décisions, des agents synthétiques, qu'ils soient logiques, agents IA ou physiques, des robots. Cet état de fait pose une question inédite. Comment intégrer dans notre organisation collective des entités artificielles qui participent massivement à la création de richesses tout en consommant des ressources significatives? L'histoire offre un précédent imparfait mais éclairant, l'intégration progressive des animaux domestiques. Les humains cohabitent parfaitement avec les animaux domestiques car ils ont contribué au développement de l'humanité. Les chevaux ont servi à explorer les territoires, faire la guerre, labourer la terre, à transporter des personnes et des marchandises. Les chiens ont été utilisés pour la chasse et pour le gardiennage. Dans la mesure où les animaux contribuent de façon quotidienne à notre société, ils bénéficient de prestations et de droits. Les chiens guides d'aveugles vont à l'école et ont un statut, ils ont une fonction, un métier. Les chiens policiers jouent un rôle primordial dans la lutte contre la drogue, ils ont droit à une retraite, ils sont placés dans un foyer pour leurs vieux jours. À partir du moment où les animaux ont une contribution directe, nous dit Frédéric, ils sont intégrés à notre société par l'intermédiaire de leurs éleveurs et ou maîtres qui auront des obligations, documents d'identité pour les animaux d'élevage. Ils peuvent bénéficier de protection, assurance, vaccination pour lutter contre les épidémies et de droits, loi contre la maltraitance animale. Alors, quid des IA qui contribuent tout autant, si ce n'est plus, à notre société avec leur création de valeur, nous dit Frédéric. Si la tentation est grande de comparer les agents IA à une nouvelle espèce intégrée socialement au même titre que les animaux domestiques, cette analogie trouve vite ses limites éthiques et juridiques. Les animaux domestiques disposent ainsi de droits car ils sont des êtres sensibles et conscients. L'IA est un système de traitement de l'information, un logiciel qui n'a ni sensibilité ni conscience, pour l'instant. La véritable parallèle doit se faire donc avec les personnes morales, les entreprises, car pour une entreprise, une IA, nous dit Frédéric, premièrement, elle contribue à la création de richesses, automatisation de tâches, génération de contenu, elle exploite les infrastructures et consomme des ressources critiques, énergie, terres rares ou pour le refroidissement, elle a des droits, propriété intellectuelle, des responsabilités, transparence, explicabilité, et elle agit de manière autonome. Voilà pourquoi la comparaison est pertinente, nous dit-il, car elle permet de faire évoluer le cadre légal et social. Alors, ce contrat social de l'ère synthétique, responsabilité et fiscalité, étudié par Frédéric Cavazza dans son billet. L'intégration de ces agents intelligents dans notre société, nous dit Frédéric, ne doit pas se faire par l'octroi de droits anthropomorphes, qui serait absurde pour un système informatique, mais par l'attribution d'une personnalité juridique comme une entreprise, une association, une collectivité. La vraie question n'est pas de savoir si les IA méritent des droits, mais quel statut juridique permettrait de clarifier les chaînes de responsabilité.
La piste d'une personnalité électronique débattue au Parlement européen dès 2017 vise précisément cet objectif, nous dit-il. Non pas reconnaître une dignité aux machines, mais organiser leur intégration dans notre juridiction pour protéger les humains, s'assurer qu'ils en bénéficient et que ce bénéfice soit réparti de façon équitable. C'est-à-dire éviter une concentration encore plus forte des richesses et des pouvoirs. À mesure que les robots et les agents IA remplacent le travail humain, ils érodent l'assiette des cotisations sociales reposant sur les salaires. Mais puisqu'ils contribuent à l'activité économique et génèrent des coûts pour la collectivité, consommation énergétique, gestion des déchets électroniques, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas intégrés dans notre système fiscal. Il ne s'agit pas de taxer les agents IA tant qu'individus, mais d'imputer à leur existence opérationnelle une fiscalité sur la valeur ajoutée qu'elles génèrent. En contrepartie de cette contribution, l'IA ou son éditeur ne gagne pas des droits sociaux, retraite, santé, mais obtient un cadre de responsabilité civile, fiscale, légale, sociale. Cela permettrait d'assurer les dommages causés par une IA sans nécessairement remonter la chaîne de responsabilité jusqu'au développeur initial, souvent déconnecté des actions finales du modèle. Revenons sur les bouleversements socio-économiques avec Frédéric. Cela étant dit, la question de la place des IA dans la société du XXIe siècle ne doit pas s'arrêter à des considérations économiques car elle va bien au-delà, nous dit-il. Si nous reprenons l'analogie des animaux domestiques, nous constatons aujourd'hui que les chiens ne sont pas que des animaux de compagnie, ils sont aussi considérés comme des animaux d'assistance pour certains. Le terme exact est animaux de soutien émotionnel. Ce sont eux qui donnent une raison de se lever le matin aux retraités et aux personnes fragiles psychologiquement en dépression chronique, par exemple. Il en va de même pour les robots domestiques qui sont des piliers du programme Japan 5.0, ceux qui vont prendre en charge les seniors avec une présence physique, les assister dans les tâches du quotidien et limiter leur perte d'autonomie ainsi que psychologique, leur faire la conversation pour faire travailler leur mémoire émotionnelle, leur tenir compagnie. Pour les Occidentaux, cette perspective est terrifiante, mais pour les Japonais, c'est la seule solution à leur déficit démographique. Idem en Chine, où les parents travaillent tellement dur qu'ils manquent de temps pour s'occuper de leurs enfants. Alors, sans S d'ailleurs, car Frédéric nous rappelle qu'il y a un contrôle de la natalité. Enfin, il est moins dur, mais il est quand même là. Et leur offre des peluches augmentées grâce à l'IA qui vont leur raconter des histoires et répondre à leurs questions. C'est une tendance qui est bien entendu venue du Japon, mais qu'on peut tester aussi en Occident. Vous pourriez penser que tout ceci est de la science-fiction façon Black Mirror, nous dit Frédéric Cavazza. Pourtant, ce sont des territoires technico-sociologiques qui sont explorés depuis de nombreuses années, voire Aibo de Sony qui a été lancé en 1999. Est-ce réellement la priorité pour nous de philosopher sur le bien fondé des robots de soutien émotionnel ? A priori non, nous dit-il, car il y a des sujets plus urgents. Mais c'est néanmoins une étape indispensable, car je vous rappelle que l'adoption de l'IA en Europe est plutôt basse, non pas pour des raisons fonctionnelles ou technologiques, mais purement émotionnelles. Forte résistance au changement, gros verrou psychologique lié à une mécompréhension de ce que l'IA, avec à peine 15% d'adoption moyenne en entreprise. Donc, au final, oui, nous avons besoin d'en parler et de débattre pour pouvoir accepter les changements à venir, anticiper les bouleversements qui vont mettre notre système social à rude épreuve et commencer à repenser notre contrat social, nous dit Frédéric. Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une grande argumentation sur le bien fondé du revenu universel, qui pour lui est une aberration économique. Mais je vais nécessairement devoir reparler de réglementation, nous dit-il. En effet, la cohabitation avec les agents synthétiques, IA et robots, ne doit pas être pensée sous l'angle de la domestication, comme pour les animaux. Pour être intégrés dans notre quotidien, les chiens doivent être vaccinés et dressés, mais sous celui de la régulation d'une force de travail synthétique que nous ne pouvons plus ignorer. L'enjeu n'est pas de savoir si les robots ou IA méritent une retraite, nous dit Frédéric, mais comment la richesse qu'ils produisent peut pérenniser notre modèle social tout en réglementant la consommation de ressources qui créent des tensions économiques, notamment autour du prix de l'électricité et géopolitique avec le monopole des terres rares par la Chine. Voici donc pour la lecture du billet de Frédéric. Voici maintenant ma conclusion. L'IA est-elle au cœur d'un bouleversement de notre civilisation ? À mon avis, la vision de Fred sur l'avenir de l'IA et de la civilisation est très juste. Certaines de ses prédictions relèvent un peu de la science-fiction, mais le monde réel imite tellement souvent la science-fiction, pensez à l'obsession d'Altman pour Her de Jonesy, qu'il pourrait bien avoir raison.
Comme l'affirme Fred, l'impact de l'IA pourrait aller bien au-delà des avancées technologiques auxquelles nous assistons actuellement. Cependant, je pense que nous n'en sommes encore qu'aux prémices. Je peux facilement imaginer ce que Cowork l'anthropique pourrait faire à l'avenir, mais je ne vois pas cela se produire aujourd'hui, même si j'utilise Claude de manière intensive et avancée depuis des années. Cela prendra du temps et de la maturation pour intégrer de manière transparente ces technologies afin d'exécuter des flux de travail, workflow, correctement et pas seulement des tâches. Les logiciels dits agentiques sont vraiment prometteurs, certes, et nous pouvons même en avoir aperçu dans ce type d'application ou dans Manus qui vient d'être racheté par Meta, ce qui n'est pas innocent. Cependant, les gains de productivité rendus possibles par ces technologies sont souvent inégaux, même pour les utilisateurs avancés. L'autre jour, après une réunion de mentorat d'1h30 au cours de laquelle j'ai donné des conseils stratégiques, j'ai utilisé mon projet Claude habituel pour rédiger un résumé exécutif sans égal de ma recommandation pendant que je faisais cuire les œufs sur le plat pour la famille. Pourtant, il a fallu 3 étapes complexes et 3 suites de logiciels pour y parvenir correctement. Mais ne vous y trompez pas, nous y arriverons un jour. C'est juste le timing qui n'est pas bon. Ce n'est pas encore le cas. L'innovation demande du temps et des efforts. Comme le souligne Fred, il existe également une forte résistance au changement, comme toujours, dans le domaine de l'innovation, et ce n'est pas seulement le cas en Europe, même si l'adoption est traditionnellement à la traîne sur notre continent. La réglementation ne va pas aider. L'impact de l'IA, même sur l'emploi, sera certainement important. Mais il faudra peut-être des années avant qu'il n'apparaisse dans les statistiques, pour reprendre les termes de Robert Solow. Cela dit, la vision de Forrester est beaucoup plus nuancée et nous la passerons en revue très prochainement avec JP Gander. Le temps nous dira si la vérité se situe quelque part entre les deux, comme je le pressens. C'est certainement moins romantique ou effrayant, selon votre point de vue, mais 40 ans de mise en œuvre de l'innovation technologique m'ont appris à rester stoïque. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.